autre des grands leaders de la libération nationale en Afrique, qui était surnommé le commis voyageur de la Révolution. Parce que comme on le verra, c'est comme beaucoup d'autres leaders, c'est quelqu'un qui est passé d'une prise de conscience d'abord sur son pays à une prise de conscience internationaliste et qui a été assassiné à la fin de sa vie du fait des responsabilités qu'il prenait au niveau mondial dans l'organisation des luttes de libération nationale et des luttes pour les transformations sociales. Mehdi Ben Barka a une trajectoire qui ressemble à beaucoup des leaders que nous avons vus jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il est, comme la plupart de ces leaders, il fait partie de toute petite minorité d'enfants colonisés, d'enfants de milieux populaires, qui a pu franchir les frontières de l'école coloniale. Une école qui était, comme dans les autres pays colonisés, comme au Congo, comme on l'a vu, comme au Mumba, comme au Ghana, comme ailleurs, une école qui était réservée aux enfants de notables. Et quelques enfants de paysans ou d'ouvriers de colonisés arrivaient à se faufiler dans cette école. Et c'est souvent eux qui vont devenir des leaders. La trajectoire scolaire de Mehdi Ben Barka est celle, comme les autres leaders que nous avons vus, est celle d'un bon élève. Il est reçu premier au baccalauréat alors qu'il n'y avait quasiment pas de Marocains qui accédaient au baccalauréat, avec une mention très bien. Et il faut avoir en tête qu'à l'époque, c'est seulement une vingtaine de Marocains qui arrivaient jusqu'au bac. Le Maroc dans lequel grandit Mehdi Ben Barka est un protectorat. Et c'est un protectorat depuis le 30 mars 1912. Alors protectorat, ça veut dire normalement que l'État reste souverain, que l'État marocain reste souverain. En réalité, c'était une colonie déguisée. C'est devenu un protectorat parce que le sultan qui gouvernait le Maroc avant l'arrivée des Français, le sultan Moulay Abdel Hafid, est confronté à une révolte populaire. Et pour réagir à cette révolte populaire, eh bien, le sultan ne trouve rien d'autre que de faire appel aux troupes françaises. D'où cette belle formule que nous a proposée l'historien Germain Hayache, qui est de nous dire « Il est délivré de son peuple, mais prisonnier de ses libérateurs ». Pour réagir à son peuple qui se révolte, on fait appel à l'armée coloniale, et c'est comme cela que ce sultan reste au pouvoir. Le sultan va donc signer un traité de protectorat qui lui laisse son trône, mais en réalité, ce trône devient tout simplement un trône artificiel. Il est en fait le gérant d'affaires des colonialistes français. Immédiatement, après cette signature d'un accord et le fait que l'armée française mate la révolte populaire, immédiatement on va avoir des protestations populaires extrêmement importantes qui vont se développer, à la fois contre le sultan et contre l'armée française. Elles éclatent à Fès et ces révoltes sont noyées dans le sang par l'armée française. Après cette révolte des villes, une fois que les insurgés des villes sont matés, après ce bain de sang, eh bien les campagnes vont prendre le relais. Et c'est une des plus belles périodes de la résistance anticoloniale en Afrique, qui est connue sous le nom d'insurrection du Rif, avec un grand monsieur, Abdelkrim el-Khattabi, qui proclame la République du Rif à cette époque. Il va falloir 22 ans de guerre par l'armée d'une des principales puissances mondiales qu'est la France, 22 ans de guerre pour soumettre l'ensemble des tribus berbères à l'autorité du sultan et en réalité à l'autorité de la France. La pacification n'est obtenue qu'en 1934 et avec cette période-là se clôt la période de la résistance rurale et tribale. En fait, comme dans beaucoup de pays, on a eu un premier âge des résistances qui est l'âge des tribus. Les tribus se révoltent contre le colonisateur et ça aboutit à un échec, généralement. Et ensuite, un deuxième âge où va naître le mouvement nationaliste moderne, un mouvement nationaliste qui s'organise comme les partis politiques ici en Europe, c'est-à-dire qui prend les leçons du mouvement social ici en Europe et qui s'organise à partir de cela dans une forme plus contemporaine. Et bien pour le Maroc, c'est à partir de 1934 où va naître le nationalisme contemporain. Et c'est dans ce mouvement nationaliste contemporain que s'engage très très jeune, à l'adolescence, Mehdi Ben Barka. Ce qui va accélérer l'histoire pour le Maroc, on a vu que dans d'autres pays, il y avait toujours des événements qui accélèrent l'histoire. Pour le Maroc, ce qui va accélérer l'histoire, c'est une ordonnance du
du sultan sur ordre de l'État français, qui est l'ordonnance du 16 mai 1930. On impose au jeune sultan, qui est un gamin, le nouveau sultan est un gamin, Mohamed Ben Youssef, on lui impose le Daïr berbère, qui stipule dans son article 2 que les tribus berbères ne dépendent plus du sultan, et dans son article, qui propose également son article 6 que le droit pénal ne s'applique plus à ces tribus. Autrement dit, les 2/3 de la population du Maroc sont soustraits à la juridiction du sultan. Avec ce Daïr berbère, ce qu'essaye de faire le colonisateur, c'est ce qu'il fera par d'autres moyens partout ailleurs. Il brise l'unité nationale du peuple marocain, en mettant 2 juridictions différentes pour le même peuple. Certains Marocains étaient régis par telle loi et d'autres Marocains par telle autre loi. Alors ça, c'est une des multiples manières pour diviser les peuples. Ailleurs, ça va être, comme au Congo, le séparatisme de Tchambé. Ailleurs, ça va être partout où on peut diviser. On va diviser, et là, c'était par l'arme juridique. Le peuple marocain va avoir comme réaction à cela, et c'est important de l'avoir en tête parce que, avec du recul, on peut dire mais pourquoi ils ont fait ça. Rappelez-vous ce que Frantz Fanon nous a appris. Frantz Fanon nous a appris que lorsque le colonisateur attaque sur un aspect, les peuples vont revendiquer cet aspect. Et là, le peuple marocain va défendre le sultan. Puisque l'État français lui enlève du pouvoir au sultan, ça va être interprété par le peuple marocain comme étant on va soutenir le sultan. La résistance des peuples prend les formes qu'elle peut prendre, et dans le Maroc de cette période-là, elle prend la forme du soutien au sultan qui apparaît comme en résistance par rapport au colonisateur. Vous vous rappelez, quand on a parlé de Nkrumah, on a vu que lorsque le colonisateur a voulu, sous prétexte de civilisation, soi-disant s'attaquer à l'excision, en réalité, s'attaquer à toute la culture et pas qu'à l'excision, la résistance a pris la forme du soutien à l'excision. Avec du recul, on peut dire c'est réactionnaire, mais sur le moment-là, quand le colonisateur me méprise, quand il me salit, quand il m'abaisse, quand il abaisse ma culture, le réinvestissement de la culture, même quand c'est quelque chose de réactionnaire, prend une forme de résistance. Et là, ça a pris une forme de résistance dans le soutien au sultan, et le sultan devient un symbole de résistance anticoloniale. Ça n'est pas parce que le peuple marocain serait moins républicain que d'autres. C'est tout simplement, à cette période-là, le sultan a pris une connotation anticoloniale et ça a abouti à un soutien important. C'est bien cela, c'est une preuve de la pertinence de Frantz Fanon. Sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi quelques années auparavant, c'est sous le mot d'ordre de République que les mêmes Marocains suivaient Abdelkrim. Et quelques années après, c'est sous le symbole de soutien au sultan que ce peuple se met en mouvement. Le jeune Mehdi commence son activité militante dans ce contexte, alors qu'apparaissent les premières organisations nationalistes. Il a à peine 14 ans lorsqu'il milite dans la toute première organisation nationaliste, le Comité d'action marocaine, qui va être le premier mouvement politique né à l'époque du protectorat. L'autre étape importante dans la vie de Mehdi Ben Barka et dans sa formation politique, c'est qu'il n'y a pas d'école de mathématiques à Alger. Au Maroc. Il est contraint d'aller à Alger pour poursuivre sa licence de mathématiques. Et Alger est alors, donc il y va en 1940, Alger est alors la capitale de la France libre, puisque la France est occupée à cette époque-là, mais c'est aussi et surtout le bastion du Parti du peuple algérien, de Messali Hadj, qui revendique déjà l'indépendance. On retrouve avec Mehdi Ben Barka la même chose que ce qu'on a vu pour les autres leaders, la rencontre d'autres pays en Afrique, d'autres leaders en Afrique, accélère les prises de conscience. Rappelez-vous, pour Lumumba, c'était des rencontres à Accra en 1958, parce qu'il a rencontré Frantz Fanon, Nkrumah à Accra, que ça s'est accéléré dans sa tête. Pour Mehdi Ben Barka, c'est la rencontre des nationalistes algériens à Alger qui accélère sa prise de conscience. Lorsqu'il revient au Maroc en 1942, son nationalisme n'est plus un nationalisme marocain. Il pense le nationalisme à l'échelle nord-africaine, et on verra plus tard qu'il la pensera à l'échelle africaine. Mais d'abord, à cette époque-là, à l'échelle nord-africaine. Il est profondément imprégné de l'expérience algérienne et des mobilisations qu'il a vues en Algérie. Et à partir de ce moment-là, il ne dissociera jamais l'avenir du Maroc de celui de l'ensemble du Maghreb, puis de l'ensemble de l'Afrique. Et on verra que ça lui coûtera la condamnation à mort. Le 11 janvier 1944,
Un mois après la création du parti indépendantiste El Istiqlal, qui veut dire le parti de l'indépendance, Ben Barka est le plus jeune membre de ce parti, des 60 signataires qui créent ce parti, qui, pour la première fois au Maroc, demande, en tant que parti, l'indépendance du Maroc dans son intégrité territoriale. La réaction, de nouveau, de l'État français va être la répression et l'arrestation des leaders. Mehdi Ben Barka est arrêté et il ne sera libéré de prison qu'en mars 1945. Il sort de prison et il découvre un parti complètement désorganisé, complètement éparpillé par la répression. Il va très vite devenir le principal animateur et organisateur de ce parti. Comme d'autres leaders, on voit bien qu'il y a des manières de faire particulières, comme Rouben Niobe, qui circule tout le Cameroun pour organiser la résistance. Ben Barka va parcourir tout le Maroc et va être une des personnes qui va permettre l'organisation de ce nouveau parti nationaliste. Il devient dans la même période, rappelez-vous, le sultan est perçu comme étant un anticolonialiste, il devient dans la même période professeur de mathématiques au Collège Royal et donc instructeur du prince héritier du Maroc. Ça n'est pas dû simplement à des contacts, c'est dû tout simplement qu'il est le premier licencié en mathématiques au Maroc et que le roi veut le meilleur professeur pour ses enfants. Et voilà ce paradoxe de l'histoire où le nationaliste le plus conséquent, le plus radical au Maroc, Mehdi Ben Barka, se retrouve enseignant des enfants du sultan. Mais cela va lui permettre de garder des liens avec le palais. Et le mouvement nationaliste, dans cette phase-là, va être sans cesse en lien avec le roi du Maroc. Voilà. On verra que ça va lui coûter très cher après. La mobilisation du mouvement nationaliste va obliger le roi du Maroc à clarifier ses positions. Il ne peut plus être dans l'entre-deux. Il ne peut plus tenir des discours ambigus, faisant plaisir et à la France et à son peuple. Le fait que le mouvement nationaliste se construit, qu'il y a des milliers de Marocains qui y adhèrent, qui réclament l'indépendance, oblige le roi du Maroc ou bien à devenir impopulaire, ou bien à changer de discours. Et effectivement, il le fait dans un discours qui est le discours de Tanger, le 10 avril 1947, où il réclame, ce roi du Maroc, il réclame l'abolition du régime de protectorat et la mise en place d'un processus qui conduit à l'indépendance. Alors ça, c'est une leçon extrêmement importante, quelle que soit la sincérité d'un dirigeant, lorsque le peuple est mobilisé, il est contraint d'en tenir compte. Il s'agit pour ce roi à la fois de refuser l'Union française, donc de refuser le protectorat, mais aussi de se positionner pour diriger le mouvement nationaliste et le récupérer. L'alliance entre le roi et le mouvement nationaliste va durer pendant plusieurs années. Elle va durer jusqu'à l'indépendance. Le sultan est déposé le 20 août 1953 à cause de ses prises de position indépendantistes. Donc l'État français dit, non, puisque tu veux l'indépendance, tu ne seras plus sultan. Et Mehdi Ben Barka est lui assigné à résidence. Le sultan sera exilé à Madagascar. Pour les Marocains, ces deux hommes, le sultan et le nationaliste, deux hommes que rien ne rapproche pourtant, ces deux hommes deviennent le symbole indissociable de l'indépendance. C'est important de l'avoir en tête parce que sinon on ne peut pas comprendre. C'est pas parce que le peuple marocain est attaché à la royauté. C'est pas simplement un attachement comme cela. Il y a des racines historiques, cet attachement. Je le dis parce que parfois on entend des blagues dans le tiers-monde sur les regarde, ils en sont encore au roi, etc. Non, il y a des racines. C'est une construction sociale, il y a des racines historiques qu'il faut avoir en tête. Et donc, l'État français n'a surtout pas la volonté de décoloniser à ce moment-là. Il va falloir attendre l'insurrection du peuple algérien en novembre 1954 et la crainte d'un affrontement sur deux fronts pour que la France recherche un compromis. En réalité, l'accélération de l'indépendance du Maroc est liée au fait que la France ne pouvait pas se permettre de se battre du côté de l'Algérie et du côté du Maroc en même temps. Et donc c'est une lutte qui est entièrement liée. Fin août 1955 va avoir lieu la conférence d'Aix-les-Bains dans laquelle la France négocie l'indépendance du Maroc à condition que les nationalistes marocains abandonnent leurs frères algériens et avec la logique
indépendance du Maroc, lâcher le Maroc pour garder l'Algérie. Dans la même période est annoncée la constitution d'une armée de libération marocaine, une armée de libération du Maghreb, qui regroupe Algériens et Marocains, et qui se concrétise par des opérations militaires dès septembre 1955. La France est vraiment devant un danger d'une lutte qui regrouperait Marocains et Algériens, et les Tunisiens commencent à bouger, donc il y a vraiment le danger d'une lutte armée qui regrouperait les trois peuples. Je crois que si on l'avait eu, le Maghreb n'en serait pas là où il en est aujourd'hui, y compris en termes de division. Et c'est pas pour rien que la France accélère l'indépendance du Maroc et de la Tunisie, parce qu'elle se rend compte que cette lutte commune armée aurait cimenté l'unité de ces trois peuples et aurait constitué un rapport de force permettant une indépendance économique beaucoup plus solide que celle qui a pu avoir lieu après. Et donc il va y avoir un accord qui va accorder l'indépendance au Maroc. Et Ben Barka va donc être un des acteurs clés du retour du roi au Maroc, et avec un accueil triomphal des deux hommes qui sont accueillis en liesse. Le peuple marocain est extrêmement heureux de cette victoire. Et Ben Barka dira quelques années plus tard, avec beaucoup d'amertume, quand le roi aura trahi, quand il sera devenu de nouveau la marionnette de la France, Ben Barka dira « C'est nous qui en réalité avons restauré le prestige de la monarchie et nous avions eu tort ». Il a cru que le sultan pouvait être un nationaliste conséquent. Donc comme vous le voyez, comme d'autres leaders, on n'a pas affaire à des gens qui sont imbus de leur personne. Il reconnaît son erreur et on verra qu'il reconnaîtra beaucoup d'autres erreurs. C'est une sacrée leçon pour nous tous, qui ne sommes même pas dans la complexité de leur lutte, mais où on a des difficultés quand on s'est trompé, de reconnaître qu'on s'est trompé. Lui, il n'hésite pas sur un enjeu aussi important de dire que c'était une erreur aussi importante. Toujours est-il que le roi doit son retour sur le trône à la mobilisation du peuple marocain et à la guerre de libération nationale algérienne. Ça sera la seconde étape de la vie de Mehdi Ben Barka. Après le combattant nationaliste pour l'indépendance du Maroc, la seconde étape, ça va être une étape de construction du nouveau Maroc indépendant. Le parti que dirige Mehdi Ben Barka comporte des centaines de milliers d'adhérents au moment de l'indépendance. Il est la seule force politique, même le roi n'a pas de parti politique avec cette force-là, il est la seule force politique importante à l'échelle du territoire marocain. Pour le sultan qui prend le titre de roi, lors de son retour sur le trône, le parti de Mehdi Ben Barka, l'Istiqlal, est un acteur incontournable. Il ne peut pas s'en passer. C'est pour cela qu'il le tolérera jusqu'au moment où il pourra l'assassiner par derrière. Ben Barka pense à une monarchie constitutionnelle. Il pense qu'elle est possible et qu'elle est souhaitable. À son retour au pays, le roi va annoncer, va faire semblant d'être d'accord avec cela, il va annoncer la mise en place d'une Assemblée nationale consultative, et il va confier à Ben Barka la présidence en novembre 1956. Donc on confie au nationaliste radical la mise en place de l'Assemblée nationale consultative qui doit préparer les élections pour une assemblée constituante. Ben Barka y croit. Il est persuadé que le roi peut être nationaliste et sincère, et il va donc mettre en mouvement son parti. C'est une des meilleures pages de l'histoire du Maroc, ce que vont faire les militants du parti l'Istiqlal. Il rappelle que, Ben Barka rappelle dans ses discours à ce moment-là, en reflétant la mobilisation de ses militants, que le parti a été créé pour accomplir non seulement des tâches politiques, mais également des tâches sociales. C'est une sacrée leçon pour l'avenir pour nous tous. Les militants vont se mettre à faire des crèches, des écoles, des animations, on ne se contente pas de lutte politique noble, hein, mais on est dans la vie quotidienne, améliorer le sort du peuple quotidien. Et on voit des militants qui sont mobilisés pour l'indépendance, se mettre en bleu de travail pour construire des routes, pour construire des écoles, pour mettre en place des garderies, etc. Il appelle les militants à ne jamais se dissocier de la misère du peuple, à être sensible à ce que vit le peuple, et donc à être dans des actions de secours immédiat, de jouer un rôle social, de construire des orphelinats. Il stigmatise, avec les phrases dont il était très fort, il stigmatise ceux qui conçoivent l'indépendance, donc les militants qui conçoivent l'indépendance, comme des méchouis, je cite, dont chacun voudrait un morceau. Dans toutes les luttes,
on a connu ça. Vous savez, des gens se sont retrouvés, se sont découverts résistants en France en 1945, quand les nazis étaient battus. En Algérie, on a vu des gens qui s'étaient jamais bougés en 62 devenir des résistants. Et là, il appelle à se méfier de tous ceux qui conçoivent l'indépendance comme un méchoui dont chacun voudrait garder un morceau. Avec la même énergie, Ben Barka va s'investir dans des vastes opérations de mobilisation populaire. Et là, pour ceux qui connaissent un peu le Maroc aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le rapport de dépendance néocoloniale du Maroc, pour ceux qui connaissent la pauvreté qu'il y a au Maroc, on a l'impression que on ne parle pas du même Maroc. Ben Barka va appeler à la mobilisation populaire. Et il va être, par exemple, pour ne citer que quelques exemples, le maître d'œuvre d'une opération massive, un peu comme Sankara plus tard, hein, qu'il appelle la route de l'unité. Il appelle les jeunes à se mobiliser. 12 000 jeunes répondent de toutes les régions du pays. Pour construire quoi? Pour construire une route qui relierait toutes les régions du Maroc qui étaient éparpillées et pour lesquelles on n'arrivait pas à passer d'une région à l'autre parce qu'il n'y avait pas de route. Et ces jeunes se mettent au travail et en 3 mois, ils vont construire une route de 60 km qui relie les anciennes zones espagnoles en termes de symboles, donc la partie du Maroc occupée par l'Espagne, et les zones françaises, avec une ambiance de mobilisation populaire qui rappelle les mobilisations à la chinoise. Dans ces chantiers, les jeunes passent du travail de construction à des cours d'alphabétisation, de formation civique, des lectures de livres ensemble, d'apprentissage de métiers manuels, des séances de cinéma avec débat et des entraînements militaires. On a vraiment là l'idée d'une nation qui se construit et c'est toute la jeunesse qui est mobilisée en se disant la mise en mouvement et la construction concrète de l'infrastructure du Maroc, de choses qui servent au peuple marocain vont créer les conditions pour aller plus loin. Ces jeunes sont appelés les bâtisseurs de l'indépendance et lorsqu'ils rentrent dans leur région ensuite, eh bien ils sont organisés, ils s'organisent en bâtisseurs de l'indépendance locaux et ils construisent des routes dans leur village, des routes dans leur ville. C'est-à-dire que c'est un effet d'entraînement ensuite. Et donc on a vraiment là une dynamique populaire marocaine dans le peuple marocain qui se met en place. Second exemple de la formidable capacité de Ben Barka à mobiliser son peuple, ce qu'il a appelé l'opération Labour, en automne 1957. C'est le même modèle. Il s'agit à ce moment-là de convaincre les petits paysans d'enlever leur clôture pour que le tracteur puisse passer et qu'ils puissent bénéficier des moyens modernes d'agriculture, puisqu'ils avaient tous un petit bout de terrain, 1 mètre carré, puis ils avaient des clôtures autour, et pour permettre le passage du tracteur et donc le développement de leur production. Là aussi, des centaines de Marocains sont mobilisés pour faire ce travail-là, et Ben Barka donne comme objectif de réussir dans nos campagnes à implanter non seulement le tracteur, mais le tracteur et l'esprit coopératif, de passer de la petite propriété privée à l'idée qu'on est mieux quand on est tous ensemble. Ce slogan rappelle, et je pense que Ben Barka l'a emprunté en partie, la formule en tout cas, la manière de faire, à Lénine qui disait nous essayons de construire les soviets plus l'électricité. Là c'est le tracteur et l'esprit coopératif. C'est-à-dire qu'il ne copie pas les théories de l'extérieur telles quelles, il les applique à la réalité marocaine. Et au Maroc, la première question qui était posée, c'est la question de l'agriculture. Comme dans la plupart des pays africains, c'est la question de l'agriculture qui va être posée. Ben Barka se mobilise donc, donne toute son énergie dans la construction de ce Maroc indépendant, mais avec une illusion que le roi pouvait jouer le jeu de cette indépendance, qui, on le voit, dépasser la question de l'indépendance nationale et commencer à poser la question de l'égalité sociale. En construisant de cette manière-là le Maroc, c'est aussi la question de l'égalité sociale. Il le dira quelques années plus tard en disant « J'avais l'illusion d'une lutte en vase clos ». Alors que voulait-il dire par là? Bien d'abord, pour bien saisir cela, comment Ben Barka en arrive à cette autocritique, à cette idée d'une illusion de la lutte en vase clos, il faut avoir en tête que toutes ces mobilisations populaires, ce dynamisme que Ben Barka et les militants de son parti ont commencé à créer, vont provoquer des craintes. Des craintes de qui? Des craintes des grands propriétaires terriens, qui préféraient que les paysans gardent leur petit bout de terre et soient dépendants d'eux. Des craintes de la bourgeoisie marocaine, qui s'inquiète de ces pauvres qui commencent à apprendre à lire, qui commencent à aller dans des réunions, qui commencent à savoir prendre la parole, qui commencent à... Et donc il y a une vraie crainte du côté des classes dominantes.
Et l'inquiétude est d'autant plus grande que le roi a été contraint de mettre au gouvernement certains camarades de Ben Barka de son parti, puisque c'est grâce au mouvement nationaliste que le roi est revenu. Et donc en même temps qu'il y a cette action par en bas, par Ben Barka et ses militants, en même temps il y a des ministres, il y a deux ministres, et en particulier le ministre de l'économie, Abdelhalim Bouhabid, qui mène un travail pour aller dans le sens d'une véritable indépendance du Maroc et d'une égalité sociale. Il est ministre de l'économie à partir de 1956, puis il devient ministre de l'agriculture, il devient vice-président du conseil en 1958. La force du parti oblige le roi à prendre en compte ce rapport de force. Que développe-t-il dans sa politique? Il développe l'idée d'une industrialisation offensive. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de développer des industries que la France accepterait qu'on développe. Il dit non, non, on doit devenir autonome vis-à-vis de l'État français. Et puis, crime de lèse-majesté, il sort le Maroc de la zone franc. Ah, crime de lèse-majesté, à chaque fois qu'en Afrique quelqu'un a dit « je sors de la zone franc », il devient l'ennemi à abattre. Il crée donc le dirham, qui est donc le résultat de cette sortie de la zone franc, et surtout, dans la cohérence avec ce que fait Ben Barka par en bas, il défend l'idée d'une réforme agraire, c'est-à-dire l'idée de prendre des terres aux grands propriétaires terriens pour le distribuer aux paysans sans terre marocains et aux petits paysans marocains. On a donc un projet impulsé par en haut et par en bas en même temps. On comprendra que les résistances, les obstructions, les sabotages vont se développer. Mais Ben Barka fait encore confiance au roi. Et il croit qu'il va pouvoir dépasser ces résistances, ces obstructions, ces blocages, à l'intérieur du système. Et ça va être sa grande erreur. À aucun moment, il ne fait savoir au peuple marocain tous ces blocages, ces résistances, ces blocages. Donc ça reste au sein du gouvernement ou au sein des rencontres entre le parti et le gouvernement. On a appris par après qu'effectivement c'était très, très violent, mais à aucun moment il ne les rend publics. C'est d'autant plus important que Ben Barka décrit son projet à ce moment-là. Et voilà ce qu'il nous dit sur son projet, sur l'avenir du Maroc. Il nous dit « Il ne s'agit pas pour nous de faire seulement cesser l'exploitation née de la période du protectorat. » Donc il ne s'agit pas seulement de sortir de la colonisation, mais aussi l'exploitation qui a pu exister de l'homme marocain par l'homme marocain. Et là, Ben Barka passe un cap. Il ne s'agit pas seulement de devenir indépendant, mais il s'agit aussi d'éviter que l'ancien exploiteur colonial soit remplacé par un nouvel exploiteur qui s'appellerait Mohamed, mais l'exploitation resterait la même. Et là, il devient effectivement dangereux. Ces tensions vont provoquer un premier événement qui est la rupture à l'intérieur du parti. À l'intérieur du parti, ceux qui soutiennent Ben Barka vont entrer en contradiction avec ceux qui ne veulent pas bousculer la réalité marocaine. Et on va donc avoir une scission de gauche. Un parti de gauche va se constituer, qui est l'Union nationale des forces populaires, qui est créé en novembre 1959. Ce nouveau parti va avoir des mots d'ordre qui sont très clairs. Consolidation de l'indépendance, évacuation des forces étrangères, parce que la France a gardé des bases militaires, liquidation des séquelles du colonialisme sur le plan militaire, économique et technique, réforme agraire, augmentation du niveau de vie des masses paysannes et, crime des crimes, appui au peuple algérien qui combat pour sa libération. Là, ça va déjà être la première cause de la condamnation à mort de Ben Barka. Il a sans doute été trop loin pour ceux qui dirigent le Maroc à l'époque. La création de ce parti est donc une véritable rupture pour Ben Barka. Il cède ses illusions. Parce que pendant tout un temps, il a eu de vraies illusions. Je voudrais citer un exemple qui montre qu'il a eu de vraies illusions. C'est au lendemain de l'indépendance. Le grand leader de la révolte des années 20, vous vous en souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure, Abdelkrim el-Khattabi, la République du Rif, hein, eh bien, il est encore vivant, et il appelle, lui, depuis le Caire, il appelle à la poursuite de la lutte armée jusqu'à la libération de l'ensemble du Maghreb.
C'est-à-dire qu'au moment où Ben Barka fait un compromis avec le roi, au moment où il accepte l'indépendance du Maroc, en disant c'est un pas en avant, eh bien, il y a un autre leader, qui est Abdelrahman Khattabi, qui lui dit non, tant que nos frères algériens ne sont pas libérés, on ne lâche pas les armes. Une partie des membres de l'armée de libération marocaine, qui s'était constituée, s'indigne, donc avec Abdelkrim, s'indigne du maintien des accords, dans les accords d'Aix-les-Bains, des troupes françaises sur le territoire marocain, qu'ils considèrent comme des troupes agressant leurs frères algériens. La branche sud de l'armée de libération du Maroc décide de poursuivre la lutte armée. Elle a des affrontements avec l'armée française et elle fait passer des armes en Algérie pour soutenir les résistants algériens. Ben Barka, persuadé que son alliance avec le roi allait être un pas positif en avant, eh bien, va participer, ça va être sa grande erreur, va participer à la répression contre l'armée de libération marocaine. On voit bien les contradictions de nos leaders. Hein. Tout ce que j'ai dit de positif sur Ben Barka n'empêche qu'il a fait une erreur grave, c'est qu'il a participé à cette répression. Les toutes jeunes forces armées royales vont réprimer l'armée de libération du Maroc et par la violence forte, par les assassinats, on va avoir cette armée de libération du Maroc qui ne va pas pouvoir continuer son combat de soutien à la révolution algérienne. Et ces compromis n'ont servi à rien. Ça, Ben Barka le comprendra après. N'ont servi à rien, parce que dès que le roi s'est estimé assez fort pour se débarrasser de Ben Barka, dès qu'il n'a plus eu peur de la réaction, eh bien il va s'en débarrasser. Le 23 mai 1960, le roi renvoie le gouvernement Ibrahim, donc ce camarade de Ben Barka, et le remplace par un gouvernement royal qui est dirigé par lui et par son fils Hassan II, le fameux Hassan II, qui sera connu pour ses tortures vis-à-vis des militaires. C'est un coup d'État, tout simplement. Là aussi, en Afrique, on en a eu beaucoup, qui est téléguidé par la France et qui remet les choses dans le bon ordre colonial, c'est-à-dire qu'on élimine tous ceux qui avaient des velléités d'indépendance pour le Maroc. C'est là que Ben Barka va vraiment ouvrir les yeux et va tirer le bilan de ses hésitations, de ses paradoxes, de ses contradictions. Voilà ce qu'il nous dit dans un de ses textes. Ai-je besoin de vous rappeler toutes les batailles que nous avons dû mener de 1956 à 1960, sans que le peuple n'en sache rien. Tout se passait dans les villas des bonzes du parti Istiqlal, ou entre les murs d'un palais, et rien ne transpirait. Nous ne disions pas au peuple que tous les moyens d'appliquer nos projets nous échappaient. Nous avions l'illusion de la lutte en vase clos. C'est d'un sacré courage que de reconnaître une erreur de cette ampleur-là. Mais de 56 à 60, il a cru que de l'interne, il allait pouvoir changer la réalité. Alors, Ben Barka a fait cette erreur. Il faut qu'on en tire les leçons. On ne change jamais un système de l'intérieur. Quand un système est un système de domination, la seule solution est de le détruire. Ça ne peut pas être de l'intérieur. Et en tout cas, ça sera ma seconde leçon de cette courageuse autocritique de Ben Barka. La seconde leçon, c'est que quelles que soient les circonstances, on ne cache rien au peuple. Sans doute que Ben Barka n'aurait pas connu la fin qu'il a connue si cela avait été connu du peuple, parce que le peuple qui aimait Ben Barka, qui connaissait le travail des militants de l'Istiqlal, eh bien, serait intervenu. Il y a eu vraiment un désarmement du peuple en ne lui disant pas que la bourgeoisie, les propriétaires terriens bloquaient toutes les initiatives qui étaient prises. Ben Barka parle d'erreurs mortelles de cette lutte en vase clos. Pour l'avenir, il y aura de nouveau des révoltes, il y aura de nouveau des mouvements, il y aura de nouveau des révolutions. C'est important de garder en tête cette leçon. Ne jamais cacher au peuple la réalité et avoir toujours en tête que les choses ne se règlent jamais dans un huis clos et qu'elles doivent être transparentes, publiques et que le peuple est capable de saisir tous les enjeux. Pour des raisons, à partir de ce moment-là, pour des raisons, dès le coup d'État, Ben Barka est contraint à l'exil pour des raisons de sécurité. Et il va d'abord venir à Paris une première fois de janvier 1960 à mai 1962. Le roi du Maroc va faire savoir qu'il peut revenir, que
ça arrivera plusieurs fois, qu'il n'est pas en danger, qu'on est pour la démocratie et qu'il peut revenir. Et donc Ben Barka va revenir de l'exil, et il rentre au pays pour participer au deuxième congrès de son parti, l'UNFP, ce parti de gauche qui a été constitué par la scission avec l'Istiqlal. Et là aussi, il est accueilli par une foule enthousiaste de plusieurs dizaines de milliers de personnes lorsqu'il arrive. Et là, Ben Barka va décrire dans ses discours le changement qui s'est opéré dans son analyse politique. C'est un changement aussi important que celui de Lumumba au retour d'Accra. Vous vous rappelez, Lumumba va à Accra et il pense encore que l'indépendance n'est pas nécessaire. Il revient d'Accra en 1958 en disant anti-impérialisme, capitalisme, etc. Il revient avec une compréhension des situations. Ben Barka, lui, revient avec... Il était parti du Maroc avec un engagement nationaliste, en pensant au Maroc, à l'indépendance du Maroc, quitte d'ailleurs à faire un compromis sur l'indépendance d'Algérie, on l'a vu tout à l'heure, et là il revient avec une optique internationaliste. Dès qu'il arrive, les premiers mots de son discours, notre mouvement constitue une partie d'une lutte mondiale qui va de l'Afrique à la Chine jusqu'à Cuba. On est parti d'une lutte nationale et on est revenu avec une dimension internationaliste. On comprendra qu'avec un tel discours, Ben Barka devient la bête noire du palais et de la France. Dès le 15 novembre, c'est-à-dire quelques mois après son retour, il est déjà victime d'un attentat. Quelques mois plus tard, en juin 1963, on découvre soi-disant un complot contre le roi. Les militants de l'UNFP commencent à être arrêtés. Et Ben Barka doit le fait de ne pas être arrêté, tout simplement parce qu'il est en visite en Égypte. Il va visiter en Égypte les mouvements de libération nationale, puisqu'en Égypte, eh bien, les mouvements afro-asiatiques ont leur siège. Eh bien, il est en Égypte et donc on ne peut pas l'arrêter. Qu'importe pour le roi, on ne peut pas l'arrêter, on le condamne à mort par contumace, avec 11 autres dirigeants du parti. Il ne peut plus rentrer au pays, il est condamné à mort. Pendant cette période, Ben Barka va mettre en application, pas seulement pour le Maroc, mais pour l'ensemble de l'Afrique, sa conversion à l'internationalisme, sa compréhension de l'internationalisme. Il va profiter de son exil pour tirer le bilan de son expérience politique et il consacre l'essentiel de ses analyses à comprendre ce qu'est la nouvelle forme du colonialisme, le néocolonialisme. Un peu comme une Nkrumah, comme nous avons vu lors du dernier cours. Pour Ben Barka, le néocolonialisme n'est pas seulement l'adaptation du colonialisme à un nouveau rapport de force. Ce n'est pas seulement cela, c'est cela, parce qu'on ne peut plus gouverner comme avant. Mais, nous dit-il, c'est aussi lié au fait que le capitalisme se transforme ici, et que ça devient un capitalisme de grandes entreprises. Hein, ça devient des monopoles. Et que le colonialisme ancien est lié à un certain âge du capitalisme, et que le néocolonialisme est lié à un autre âge du capitalisme. Alors c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on n'a pas, que la transformation dans les pays colonisés ou néocolonisés a des conséquences ici, et inversement. C'est la même lutte, hein, avec des causes et des conséquences des deux côtés. Et donc, nous dit Ben Barka, dans ce capitalisme, certains parlent de mondialisation aujourd'hui, en fait c'était déjà la mondialisation, c'était déjà un certain seuil de mondialisation. Ce que nous dit Ben Barka, c'est que dans ce nouvel âge, l'indépendance réelle est impossible sans l'internationalisme, sans une solidarité internationale des dominés. Et dans les dominés, il met d'abord les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, mais il insiste aussi sur les militants progressistes ici en leur disant « Soyez conséquents et montrez la réalité de votre internationalisme ». D'où la conviction de Ben Barka de la nécessité de construire un front tricontinental, c'est-à-dire de réunir les pays dominés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Mais pour construire le front tricontinental, considère Ben Barka, il faut commencer par le continent africain. Il va donc s'engager à l'unité africaine et à clarifier le débat sur l'unité africaine. Nous sommes alors à la veille de la conférence d'Addis Abeba,
qui va créer l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Et il y a deux opinions qui s'affrontent en 63. Une position que défend beaucoup Nkrumah, qui est de dire créons le panafricanisme tout de suite, la République continentale tout de suite. C'est un peu une utopie, parce qu'il veut créer l'unité du continent alors qu'il y a certains États africains qui sont les valets c'est idéaliste, qui sont les valets de l'Occident. C'est un bon projet. Nkrumah avait raison. Samir Amin nous dira Nkrumah avait raison 50 ans en avance, mais les conditions n'étaient pas réunies. Donc on a à la fois un projet irréaliste, immédiatement, et de l'autre côté, on a d'autres pays, comme le Sénégal, avec Senghor, qui est déjà un beau larbin de la France, qui considère que il n'y a pas besoin d'union du tout. Alors, on peut se contenter d'une organisation africaine qui serait juste quelques accords commerciaux. Ben Barka considère à ce moment-là que, l'union politique est effectivement impossible à cause de l'éparpillement et des séquelles du colonialisme, mais que deux, dans le domaine économique, sur la question de l'aide étrangère et du refus de l'aide étrangère, sur la question du commerce, il y a des facteurs d'unité immédiatement possibles. Il propose donc une troisième voie qui est de commencer, avant même qu'on soit d'accord sur tout, de commencer par des choses précises, en disant que ces progrès-là sur un certain nombre de choses vont nous créer les conditions pour aller plus loin. Il se démarque donc de l'idéalisme du leader ghanéen, mais aussi du faux réalisme, qui est en fait du sabotage du leader sénégalais. Pour Ben Barka, être internationaliste en Afrique à l'époque, c'est aussi refuser l'instrumentalisation du nationalisme à des fins impérialistes. Au Maroc, le roi du Maroc agite le nationalisme marocain pour s'opposer à qui? Pour s'opposer à la toute jeune République algérienne. Et on va avoir la guerre des sables à ce moment-là. C'est-à-dire que le Maroc va agresser militairement la toute jeune République algérienne qui vient de sortir de 8 ans de guerre. Donc ce qu'on a appelé la guerre des sables. Mais en réalité, qu'est-ce qui est agressé au travers de l'Algérie? Il y a bien sûr les enjeux du pétrole. La France, qui a son valet à la tête du Maroc, espère, par ce billet-là, récupérer une partie du territoire algérien, celui dans lequel il y a du pétrole et du gaz. Mais aussi, en Algérie, après 8 ans de guerre, tout le peuple algérien, y compris ceux qui sont au pouvoir, sont contraints, y compris les hommes au pouvoir, sont contraints, le sang est tout frais, d'être sensibles au peuple africain qui continue à se battre. Et Alger est le lieu dans lequel se regroupent tous les mouvements de libération. On y trouve les ambassades des mouvements de libération du Cap-Vert, d'Afrique du Sud. Rappelez-vous ce que disait Mandela. C'est en Algérie que j'ai appris à manier les armes. Les Congolais, l'Angola. Alger est devenu, selon l'expression d'Amical Cabral, la belle expression de Cabral, Cabral nous dit, les musulmans vont à la Mecque, les chrétiens vont au Vatican et les révolutionnaires vont à Alger. C'était ça Alger, et l'Algérie qui est agressée à ce moment-là, c'est bien celle-là, et effectivement c'était la période où à Alger vous croisiez, dans les rues d'Alger, sur le grand boulevard central d'Alger, vous croisiez Che Guevara, Ben Barka, Nelson Mandela, Samora Machel, Malcolm X et bien d'autres. Même les Bretons avaient une ambassade à Alger. Eh bien, que va faire Ben Barka dans ce contexte-là où le roi du Maroc essaye de diviser en instrumentalisant, en disant le Sahara algérien il est marocain, en instrumentalisant le nationalisme? Eh bien, Ben Barka va, le 16 octobre 1963, faire un geste de cohérence et de conséquence extraordinaire. Il va appeler à dénoncer l'agression marocaine, qu'il considère comme une traîtrise, non pas contre l'Algérie, mais contre le mouvement mondial de libération. En disant agresser l'Algérie en 1963, c'est pas seulement agresser les Algériens, c'est agresser les Cap-Verdiens qui, d'Alger, peuvent organiser leur mouvement, c'est agresser les Sud-Africains qui luttent contre l'apartheid, c'est agresser les Congolais, pour lesquels Moulélé et Tobaki à ce moment-là, etc. Eh bien, en disant, c'est tout le mouvement de libération mondiale qui est agressé. Alors ça veut dire tout simplement que Ben Barka a pris conscience et passé de l'anticolonialisme à l'anti-impérialisme,
Et ça, c'est un grand pas en avant. C'est sans doute un des premiers à avoir fait aussi nettement ce grand pas en avant. Les discours de Ben Barka à cette période-là, dans toute l'Afrique, font tellement impression qu'il est élu à l'unanimité à la deuxième conférence de solidarité des peuples afro-asiatiques, qui se tient à Conakry en avril 60. Il est nommé au comité directeur de l'organisation de solidarité avec les peuples d'Asie et d'Afrique. Et donc il prend tout de suite une envergure continentale. Et d'emblée, il va être une des personnes, un des leaders qui va mettre en avant, vous l'aurez compris avec ce qu'on a vu juste auparavant, qui va mettre en avant l'élargissement de la solidarité qui était afro-asiatique à l'Amérique latine. C'est de là que vient le terme tricontinental. La décision est enfin prise, après de nombreux débats, dans une réunion de l'OSPA, l'Organisation de solidarité afro-asiatique. Elle est prise à la réunion à Gaza, dans la réunion du comité exécutif en décembre 1961. Et pendant plusieurs années, cette décision, elle va rester sous le boisseau à cause du conflit sino-soviétique. Les Chinois qui tirent d'un côté, les Chinois qui disent soutenir les mouvements de libération qui tirent d'un côté, les Soviétiques qui disent soutenir les mouvements de libération et les deux donner des armes, mais chacun tirer de son côté. Eh bien, l'Afrique était divisée pour un conflit entre puissances qui se revendiquaient toutes les deux du socialisme et toutes les deux de l'anti-impérialisme du soutien, mais qui étaient en conflit entre eux. Et donc, ça divisait le mouvement sans l'empêcher de s'unifier. Et c'est Ben Barka qui va contraindre et la Chine et l'Union soviétique à être cohérentes en les mettant devant le fait accompli, c'est-à-dire en unifiant d'abord les Africains et les Asiatiques entre eux, en disant que le soutien des puissances extérieures ne pouvait venir qu'en second plan. Ben Barka va devenir un leader qui n'est plus contesté à partir de ce moment-là. Sa capacité à obliger l'Union soviétique et la Chine à arrêter leur division va permettre la dynamique de la tricontinentale. Il va donc être élu président du comité préparatoire de la tricontinentale. Tricontinentale, c'est ce grand congrès des peuples qui était prévu pour 1965, grand congrès des peuples, dans lequel devaient être présents à la fois les pays indépendants, mais surtout tous les mouvements de libération d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Tous ceux qui se battaient les armes à la main ou sous d'autres formes devaient se réunir pour voir concrètement comment ils allaient construire leur solidarité. C'était l'époque où Malcolm X et Che Guevara réfléchissaient à l'envoi de brigades de volontaires noirs états-uniens et des pays indépendants pour aller soutenir les camarades du Congo qui étaient victimes de l'agression de Tchombe et de l'impérialisme belge. Donc il y a cette idée d'une construction concrète de la solidarité au niveau de la tricontinentale. Les trois personnes choisies pour préparer la tricontinentale, c'est Che Guevara, Ben Barka et Amilcar Cabral. Alors le 28 juin, il y a un quiz. Cette question-là, elle devrait être dedans. Et les autres? Vous aurez remarqué, dans les trois, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les trois ont été assassinés. Pour ceux qui considèrent que la tricontinentale c'était quelque chose d'artificiel, il suffit de regarder ce que sont devenus les trois dirigeants de cette tricontinentale, les trois personnes chargées de la préparer, pour se rendre compte que les grandes puissances partout dans le monde, des États-Unis à la France, ont eu vraiment peur de ce qui était en train de se créer là. Là, on était au bord de quelque chose qui les a amenés à se mobiliser de manière extrêmement forte. Il va donc, avec Cabral et avec le Che, il va se décarcasser. Il va être vraiment ces quelques années dans lesquelles on le voit partout. On le retrouve, pour ne reprendre que l'année 64, on le retrouve au Caire en septembre, en juillet à Pékin et à Moscou, en octobre à La Havane, en octobre à Conakry, à Beyrouth en novembre. On a vraiment, il va être appelé le commis voyageur de la Révolution mondiale, parce qu'il va être effectivement celui qui va mettre en lien tous ces mouvements de libération pour préparer ce grand congrès. C'est Jean Lacouture, on rêve aujourd'hui d'avoir des documentaristes comme Jean Lacouture, parce qu'aujourd'hui on a des documentaires qui nous tapent sur les luttes des peuples, c'est lui qui l'appelle le commis voyageur de la Révolution. Et pour Ben Barka, cette révolution a préparé bien une révolution internationale.
témoigne le programme qu'il propose en septembre 1965 au comité préparatoire de cette tricontinentale. Voilà ce qu'il propose de poser comme programme pour le Congrès. Aide au mouvement de libération nationale, notamment au mouvement palestinien. Aide pas seulement morale et politique, mais également militaire. Organisation de brigades internationales pour la Palestine, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert. Intensification des luttes, y compris armées, sur les 3 continents. Soutien à Cuba. Liquidation des bases militaires étrangères dans tous les pays indépendants. Opposition aux armes nucléaires, à l'apartheid et à la ségrégation raciale. Et il propose comme finalité la libération totale de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. On a bien là un programme mondial qui amène les gens à se concevoir comme partie d'un monde dominé qui se révolte ensemble, et c'est ce qui était proposé par Ben Barka. René Galissot, qui est une des personnes qui a le plus travaillé sur l'assassinat de Ben Barka, nous dit c'est cet élan révolutionnaire de la tricontinentale, cette contribution de Ben Barka à cet espoir international, à cet espoir d'émancipation internationale, qui est sans doute la cause de son enlèvement et de sa mort. Il devenait trop dangereux, il était devenu un symbole vivant de cette mobilisation. Et va donc apparaître à ce moment-là, eh bien, va s'enclencher une accélération des assassinats des leaders. L'homme qui avait réussi à neutraliser les effets négatifs du conflit sino-soviétique sur les peuples en lutte. L'homme qui était autant légitime à Alger qu'à Pékin ou à Moscou, à Conakry ou à Accra, était devenu un danger mortel pour l'impérialisme. Le 29 octobre 1965, Ben Barka se rend à un rendez-vous avec un cinéaste, Georges Franjou. Ce rendez-vous est organisé par le journaliste Philippe Bernier, qui ne sera jamais jugé. L'objectif de la rencontre est la réalisation d'un film sur la décolonisation. Et Ben Barka y a cru. C'était un piège. Devant la brasserie Lippe à Paris, 2 policiers français le font monter dans un véhicule. On ne le reverra plus. Jusqu'à aujourd'hui, sa disparition reste un mystère. Un ancien agent des services secrets marocains, Ahmed Bouhari, a fait des témoignages, un témoignage bien des années après, en nous disant que le corps torturé de Ben Barka a été dissous dans une cuve remplie d'acide. Ça vous rappelle des choses? Oumniobé, Lumumba. Le colonialisme a tellement peur des combattants lorsqu'ils sont reconnus par leur peuple que même morts, il faut faire disparaître le corps parce qu'ils ont peur que la tombe devienne un lieu de mobilisation. Avec l'enlèvement et l'assassinat de Ben Barka, eh bien, on va avoir une contre-révolution qui va se mettre en place et on va commencer à voir se multiplier coups d'État et assassinats partout sur le continent africain. La tricontinentale a eu lieu, elle a pris des décisions, elle a effectivement mis en œuvre un certain nombre de ces décisions, mais il manquait les leaders qui la représentaient et qui auraient pu la faire vivre dans la durée. On les avait tués. Et pourtant, on a eu l'exemple, il suffit de lire les textes, les débats qu'il y a eu à cette tricontinentale et les participants. On avait vraiment le premier congrès plénier des révolutionnaires et révoltés du tiers-monde. Ben Barka est le premier à être tué, Che Guevara le sera 2 ans plus tard, Cabral 5 ans plus tard, et avec eux, eh bien, on commence une période de reflux des mobilisations révolutionnaires en Afrique. La leçon que l'on peut en tirer, c'est il n'y a pas de révolution sans transparence avec le peuple, nous l'avons vu dans les erreurs de Ben Barka. Il a cru, dans un tête-à-tête avec le roi, pouvoir mener une lutte à l'interne sans le dire à son peuple. Il l'a payé cher. 2, nous ne sommes plus simplement à l'époque du colonialisme, mais à l'époque de l'impérialisme, et donc avec des formes de domination qui peuvent prendre des formes nouvelles par rapport au colonialisme. 3, il n'y a pas d'émancipation nationale seule, elle ne peut se faire qu'avec l'émancipation sociale. C'est pour ça qu'il a mis en place le combat pour la réforme agraire, etc. Et 4, le rapport de force nécessaire pour se libérer du néocolonialisme et de l'impérialisme, ça dépasse le stade d'un pays et ça renvoie à la solidarité internationale, ça renvoie à la capacité à créer un front, comme a essayé de le faire Ben Barka. Et pour l'avenir, nous aurons de nouveau à essayer
de refaire ce type de front.